Pourtant, le premier mot tombé dans la conversation n'était pas exactement celui que nous attendions. De mon puits, là, de mon puits profond. Et justement, le mot qui est écrit ici, c'est autopsie. Autopsie. Alors, autopsie, bon, tout le monde sait ce que c'est. Lorsqu'il y a un crime, on fait l'autopsie. Mais chez les Grecs, l'autopsie, c'est une certaine façon de voir soi-même les choses. N'est-ce pas? C'est ça que ça veut dire. Alors là, il y a toute une théorie de l'autopsie, toute une théorie du savoir, où il s'agit justement, par exemple, pour un historien, de distinguer entre ce qu'on a entendu raconter depuis par des espèces de vagues rumeurs, par les oreilles, depuis très longtemps, et puis alors au contraire, ce à quoi on a assisté soi-même. Ça, je vous le garantis, peut dire le bon historien. Je l'ai vu. Mon attitude vis-à-vis de l'histoire, c'est, ma chère histoire, il faut te réécrire plusieurs fois avant de commencer à te croire. Celle-là, on l'a beaucoup réécrite, il y a eu beaucoup de sources. Je pense qu'on ne fera plus beaucoup de découvertes, on fera quelques interprétations. L'esprit de système prévaudra pour expliquer les choses, ça arrive fréquemment. Enfin, on est à peu près stabilisé à cet égard. Je crois que pour nous, Français spécialement, je parle de ce que je connais, la Grèce est une affaire de voisinage. Bon, c'est un pays très compartimenté, dans un monde très fragmenté, un monde géographique très fragmenté, où l'on peut voyager et faire des étapes de jour, atterrir la nuit, si je puis dire, mener son campement, et puis s'il n'y a pas la tempête, le lendemain, on repart. On fait le tour de la Méditerranée de cette façon. Après, c'était la grande aventure, les colonnes d'Hercule franchies. The problem of the word history has always puzzled me. It is true that our conception of history is derived from the Greeks. The word originally meant merely inquiry. Herodotus used it in relation to the inquiry about human societies. It was a word whose sphere of activity was much closer to our modern anthropology. It was only gradually that history became narrowed down to those particular forms of activity which are essentially concerned with power, with military activity, political activity, and the creation of wealth. The Greeks had no history. They were not concerned with the past. They talked a form of reason, they argued politically, as if there had been no past. Est-ce que l'homme politique, ce qu'il souhaite, c'est organiser, éloigner le citoyen de la mémoire? Instinctivement, oui, car la mémoire sert de base à la contestation. Si vous avez une bonne mémoire, il y a beaucoup de choses que l'on vous dit et que vous n'avalez pas. Car vous vous levez à ce moment-là et vous dites, mais enfin, monsieur, c'est vous qui déclarez ça, mais j'ai encore dans l'oreille ce que vous déclariez hier. Il faut d'ailleurs beaucoup de courage dans des assemblées amnésiques pour se lever et dire ce genre de choses. Vous savez, l'homme politique, de façon plus subtile, il joue sur le quotidien. Quand il fait une déclaration, il la fait à un certain endroit, dans une certaine perspective. Il sait très bien qu'il exagère un petit peu. De ce jour date une ère nouvelle de la politique française. Il le sait, mais il sait aussi qu'il faut dire les choses pour aujourd'hui. Les déclarations des hommes publics, c'est comme les œufs. Ils sont du jour ou ils ne sont pas du jour. Alors, l'idéal, c'est que les déclarations soient du jour, à consommer sous les 3 jours. Pourquoi je dis 3 jours? Parce qu'au bout de 3 jours, tout est oublié. Il arrive que par leurs bêtises, les pouvoirs en cherchant l'amnésie provoquent la mémoire.
Ceux qui font assassiner en 1963 le député de gauche Lambrakis réussissent à le transformer en légende, à renouer avec cette tradition de héros qui a marqué toute l'histoire grecque depuis les temps obscurs. Le peuple exprime cette légende par la lettre Z pour dire « il vit ». Et cette lettre qui sert d'initiale aux manifestations de l'époque, reprise par un film célèbre adapté du livre de Vassilikos, en fera sans doute le seul épisode de l'histoire grecque contemporaine retenu par des millions d'étrangers. Oscar Wilde a dit que la vie imite l'art. In origin, the Greeks emerged from a dark age, an age on the other side of which they could see the gods and the heroes. These heroes had actually existed, and they believed they had existed. They had lived in great palaces. They had lived a completely different life from the sort of world which the early Greeks knew. They remembered them dimly, but they knew they were real. And from time to time, they tried to recreate this world of the gods. They had this sense of a distant past, but one which they could not really understand, comprehend any longer. And they emerged into a world dominated by the sea, in which there were, the other side of the waters, these great civilizations of Egypt and Mesopotamia. The confrontation that emerged between the Oriental despotisms of the Mesopotamian world and the small cities of the Mediterranean became, in a sense, the prototype of all subsequent conflicts in Western culture. The conflict between despotism and freedom, the conflict between East and West. This is some mythic structure which we have never been able to escape from. Et si tu vois la carte de l'Europe, à la fin de la fin, il y a ce petit bout de terre qui s'appelle Grèce, avec deux îles très importantes, Chypre et Crète. Et voilà, c'est ça son importance. C'est qu'il fait la liaison entre trois civilisations, africaines, asiatiques et européennes. Et c'est pour cela, toujours, il était un lieu de bataille. C'est pour cela que Churchill, dans la Deuxième Guerre mondiale, il tenait tant à la tenir. Il a donné toute la Yougoslavie et tous les pays de l'Est à Staline pour garder ce pays stratégique. Les peuples se réfèrent souvent à leur terre natale. À écouter les Grecs parler de la mer Égée, on pense qu'il existe des mers natales. Mais ici, je crois que je dois te faire un très petit résumé de cette histoire de 1280 ans que nous sommes un État indépendant. Alors, en ce 1820, il y a cette guerre d'indépendance, et voilà que, à la fin de cette guerre victorieuse contre les Turcs, il arrive le nouvel État grec, que c'est un roi bavarois. Maintenant, pourquoi bavarois? Parce que les trois forces étrangères qui s'étaient mêlées à cette bagarre, ces trois formations politiques de cette époque ne voulaient pas un roi de leur pays. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas être ni russe, ni français, ni anglais. Alors on cherchait d'un pays neutre, et l'Allemagne Bavarie se portait bien. On avait choisi Léopold de Belgique, mais lui, il était un grand philhellène, mais lui, il n'a pas pu venir. Alors on prend ce petit prince d'alors qui était Othon, le premier qu'on avait choisi, de l'âge de 14 ans, lui dit, tu vas être roi de la Grèce quand tu seras à l'âge de 18. Lui, il demande, mais où est ce pays? Il dit, il n'existe pas encore, il va exister quand tu seras à la maturité. Parce qu'encore, ils se battent pour se libérer. Tout était programmé. Alors, le moment que la Grèce se libère, lui, il arrive, il essaie d'apprendre un peu le grec, mais ne peut pas, et il donne sa première speech, si tu veux, en arrivant à Nopli, que c'était alors la capitale, ce n'était pas encore Athènes, en allemand, en disant « Griechische bevor ». Les autres, écoute, ne comprennent pas qu'est-ce qu'il veut dire, quelle langue il parle. Il n'y avait pas de traducteur dans l'époque, il n'y avait pas des écoles de traduction du marché commun. Et de ce temps-là, il y a le complet, comme il était un jeune hippie de ce temps-là, il se droguait un peu aussi parce qu'il était malade, 3 fois, une crise nerveuse. Lui, il était fasciné par le paysage parce qu'il voyait toujours des arbres, il voyait ce qu'on lui avait pris.
Alors ça, et aussi, il arrive une armée de Bavarois. Ce n'était pas seulement le roi, mais l'armée. 14 000 soldats bavarois qui s'installent au pays. D'ailleurs, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui la seule chose qui est restée, c'est un gâteau qui s'appelle la bavaroise. Rien d'autre ne rappelle pas les Bavarois en Grèce. Mais ils s'étaient installés là pour pas mal d'années. Alors les Grecs ont commencé à dire, mais qu'est-ce que ça se passe? Ici, nous avons créé un État indépendant. Pourquoi nous avons un roi qui ne parle pas notre langue, qu'il est d'une autre aussi? Ça, c'était très important. Il était catholique, qui n'était pas orthodoxe chrétien, et qui fait sa croix pas avec les trois comme ça, mais comme on fait les catholiques. Ça les gênait beaucoup, les Grecs. Et on voulait toujours un russe, parce qu'il était orthodoxe. Les combattants de la libération sont mis dans la prison et on gouverne les collaborateurs, si tu veux, avec le nouveau régime que c'est celui des Bavarois. Et qu'une chose étrange, ça se passe en 1840. En 1940, 100 ans après, on a la même histoire avec la Seconde Guerre mondiale. Il y a les Russes, les Soviétiques, maintenant, qui, ex-orthodoxes chrétiens, ont toujours un rapport plus profond que la politique avec la Grèce et qui veulent entrer. Il y a les Anglais qui veulent l'empêcher parce que Churchill tient beaucoup à ce... Et il y a l'Europe qui veut une Grèce indépendante. Il y a en France, pour les Loirs, il y a Picasso qui dessine le fameux... Tout ça, ça se passe... C'est même les mêmes trois forces politiques qui s'occupent de notre pays après la Seconde Guerre mondiale. Et on met tous les combattants contre les résistants encore en prison, et ça éclate de nouveau une guerre civile, les fruits de laquelle vous avez récolté ici en France en tant que plusieurs gens qui sont venus en réfugiés ici. Et cette répétition d'histoire avec une centaine d'années d'intervalle, avec les mêmes forces qui s'occupent pour contrôler ce pays, et on arrive toujours au même problème d'aujourd'hui que c'est les Ottomans. Comme si on n'était jamais libéré de ces Turcs. Parce qu'aujourd'hui, toute la politique, si tu veux, la Grèce, s'est basée contre cette menace de Turquie. Ce que l'histoire explique. Mais pour amener un flashback, un cinéaste fera l'affaire. In 1912, a thing of great significance happened in England, which was the English government decided that all their warships from then on would burn oil. And that changed the requirements of the British government from the coal, which was an abundant supply in England itself, to the necessity of getting oil from the Near East. And that meant that they wanted a friendly power, one they could control. When you say friendly about those people, you mean one that the great powers could control. And they wanted that on the littoral and the Aegean littoral there. So then happened a terrible 3 years of warfare in which Greek boys were killed in the hundreds of thousands, and Greece was drained of its supplies and demoralized, and finally the Turks hit back and took the country, and in effect the Greeks were driven into the sea, not only in effect, but into the sea. And the people that were most tragically hurt were the Greek residents, our people, the Anatolian Greeks, who were forced to leave their homes and to find new homes. Many of them were killed. Many of them were driven literally into the sea. And it was what the Greeks now call it a catastrophe. It was a great, great catastrophe. My people, my father had left Turkey in 1913, and he was that clever, or anticipated that, or he was lucky. And he first went to Germany because Germany was a power then, great power. And then he went to America. Mr. Agnostus, what's that over there? Is that land? The American! The Anatolian Greeks were successful in America because we are a clever, energetic, resourceful, stubborn, resilient
rebounding. You can't beat them. You put them down, they come up again in a different place. They don't come up in the same place. You throw them out of one building, they come up in another one. They're like animals. And they're very clever, and they're hard-working. God, they're hard-working. They're like the Koreans in New York City now, who are very hard-working. The two are similar, and they're also successful. Car nous en étions au rôle des grandes puissances quand les Grecs furent rejetés à la mer. Well, they naturally said, if the Greeks can't take charge of this, we'll make friends with the Turks. And long before the catastrophe itself, the French were dealing with the Turks, the Italians were dealing with the Turks, and the English soon, with a great surge of apology, told the Greeks, this is unfortunate, but we have to reconsider our position. They've done that frequently in history, reconsidered their position, and they reconsidered their position, and they dealt with the Turks, and they say, it's too bad about you fellas, now go on home and do what you can. That was it. Alors on voit que les choses dans ces 200 ans n'ont pas beaucoup changé. Et que toujours il y a cette magie qui vient de Moscou, à travers les patriarches, les tsars, Staline et tous ses correspondants, toujours exercent un pouvoir de l'ancien Byzance sur le pays. Il y a les Anglais, ils sont finis après, l'Empire anglais est fini après la Deuxième Guerre mondiale. Il a passé la relève aux Américains. D'ailleurs, les Anglais sont les grands responsables de notre pays, comme pour l'État d'Israël aussi en 1948, que c'est eux qui ont voulu l'empêcher de se faire. C'est eux qui ont repatrié les réfugiés et les gens qui allaient s'installer. Et c'est la même chose qui s'est passé en Grèce, mais les Anglais étaient finis. Ce n'était plus un lion de la mer. L'Angleterre, c'était rien. Alors, ils passent la relève aux Américains. Les Américains se trouvent, pour la première fois, envisageant un pays qui a une guerre civile, qui doivent prendre part, parce que les Américains étaient toujours démocrates et toujours du bon côté, si tu veux, des peuples, jusqu'à 1947. Mais là, ils sont obligés, d'ailleurs Roosevelt est mort et Truman a pris la relève, ils sont obligés d'annuler leur Monroe Doctrine de non-intervention et de la faire le Truman Doctrine d'intervention. Et c'est là qu'ils prennent la première fois, en tant qu'État et constitution, le droit de s'introduire dans les affaires de notre pays, et ils envoient leur armée et leurs bombes de napalm qui essayent la première fois chez nous. Ça se passe en 47, 48, 49. Alors le fait que toute la politique extérieure des États-Unis depuis 1947, ça se relate à cette décision que Truman a prise pour entrer dans des affaires étrangères des autres pays, ça commence avec notre petit pays qui a servi comme chose d'expériment, comme d'ailleurs les Arméniens ont servi d'expériment aux Allemands pour faire ensuite le génocide des Juifs. Nos peuples, Arménie, Grèce, comme ça, comme Albanie, on ne sait pas ce qui se passe, les gens ont une idée vague. Mais toujours, ils servent comme point d'expérimentation pour les grandes forces, pour ensuite utiliser le résultat de cette expérimentation dans des autres nations et d'autres cas. With the end of the war and the formation of another coalition government in 1949, peace and stability were apparently restored. The young Prince Constantine himself could enjoy sailing in the carefree days before he came to his throne. He took part in the Olympic Games, and his future seemed assured. The liberal Papandreou became prime minister, but Papandreou soon found his policies blocked by a right-wing faction in the army. Papandreou wanted to purge the officer corps, but Constantine refused. In 1965, Papandreou resigned. Once again, politicians could not agree. 2 restless years followed, demonstrations in the streets, anger at the lack of leadership, the growing politics of chaos. Faction fights broke up the parliament. 5 colonnes à la une. Le vendredi 21 avril, Athènes se réveille paralysée, stupéfaite. Une attaque l'a foudroyée en plein sommeil. Premier symptôme, le téléphone est bloqué. Pas de journaux. L'émetteur des forces armées, le seul qui fonctionne, diffuse inlassablement un communiqué qui dit peu mais qui dit tout. L'armée a pris le pouvoir pour sauver, dit-elle, le pays de la catastrophe. La loi martiale est appliquée, tout est interdit sauf de se tenir absolument tranquille. L'interdiction de la peine de mort et de la torture sont illégalement levées.
Une voix anonyme fait état d'un décret royal signé du président du gouvernement. C'est un faux tactique. Les colonels l'avoueront par la suite. En effet, M. Kanellopoulos, Premier ministre, a été arrêté à l'aube, ainsi que tous les principaux leaders politiques de la droite, du centre et de la gauche. Le colonel, c'était quoi? C'était un produit local d'une certaine idéologie issue de la guerre civile. Il n'était pas arrivé du ciel. Ils n'étaient pas seulement les agents de la CIA, ça c'est trop facile à dire. Ils sont les produits locaux d'une guerre froide qui s'est passée chez nous. Mais ces colonels, toujours, on les a regardés ici en Europe comme une sorte de folklore. Comme si c'était vraiment des gens folkloriques qui, après le Zorba le grec, après le Jamais le dimanche, il y avait maintenant les colonels folkloriques. To a casual visitor, it would seem that the American gamble in Greece has paid off. The tourists who shied away for a year or two after the coup are now back in force. 300,000 are expected from Britain alone before the season is over. On a sunny day on the Acropolis, all those propaganda stories about Greece being a dictatorship or a police state sound like total nonsense to the foreigners, who are really more interested in taking pictures than thinking politics anyway. The destruction of democracy and its replacement by a military dictatorship has happened in a way that few tourists may even notice. At military parades like this one, marking the 150th anniversary of Greece's independence from the Turks, the regime shows a tough face to the world. It's an excuse to show off all the latest military hardware, much of it generously provided by America. Tu sais, la Grèce était toujours un peu comme ces pays de l'Amérique latine, avec une seule différence, qu'il n'y avait pas de latifundia, il n'y avait pas les grands propriétaires terriens. Et si on met ça à part, il y a beaucoup de choses qui se voient dans cette... qu'il y a des parallèles entre les pays de l'Amérique latine et la Grèce. Et un des derniers, c'était ce coup d'État des colonels, qui ont dévancé les généraux, parce que les généraux préparaient un coup d'État avec le roi, mais les colonels ont dévancé, ils ont pris le pouvoir un peu avant eux, et ainsi ils ont mis le roi et les généraux dans une position difficile pour choisir s'ils étaient avec eux ou contre eux. Alors le roi avait choisi l'exil, il est allé à Rome, et ensuite, il n'a plus retourné parce qu'il n'a pas pu choisir cette occasion qu'il a été donnée par lui de se faire ennemi des colonels. Il ne s'est pas fait à temps. Il se fait très tard, juste avant la chute des colonels. I decided to act. I did not succeed. But it remains my duty and purpose to restore parliamentary rule to Greece. Et voilà, il a perdu l'occasion. Ensuite, il y a eu une plébiscite qui a été chassée, qui ne devait pas revenir parce que, par contre, sa mère était, si tu veux, des jeunesses nazies. Et elle parlait très mal le grec, elle parlait l'allemand. Mais lui, il avait pris le grec. C'est-à-dire que l'évolution de la royauté, c'était que, tandis que le premier n'avait pas appris un mot grec, celui-là, il était élevé avec des livres grecs et il parlait le grec. I am going to go back to my country and I will be king of the Hellenes and continue to be so until the Greek people decide otherwise. Et c'est justement ce que fit le peuple grec. Il en décida autrement. Marios Floritis, l'hôte de notre banquet d'Athènes, vint dire à la télévision que le roi, qui avait fait appel aux tombes de ses ancêtres, ferait mieux de ne pas parler de tombes. Les temples germaniques de la Grèce imaginaire virent passer pour la première fois un peuple sans roi et sans occupant. Ainsi, l'ombre falote d'Othon Ier et de la Grèce bavaroise acheva de se dissoudre, et une amnésie de 200 ans fut enfin exorcisée.